Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un essai d'Albert Camus qui s'intitule L'été. Il a été publié pour la première fois en 1954. Camus nous dit que pour comprendre le monde, il faut parfois s'en tenir à distance. Nous pouvons trouver cet endroit dans les grandes villes. Cependant, les villes d'Europe sont trop empreintes de leur passé. On vient dans ces villes pour y chercher une solitude peuplée. Pour se tenir à distance du monde, il faut également éviter les lieux chargés de poésie. Descartes avait choisi comme lieu de méditation Amsterdam, qui était la ville la plus commerçante de son époque. Pour Camus, Oran est un de ces lieux. Camus raconte qu'on a essayé d'implanter les mœurs d'un autre monde à Oran, mais que cela a été un échec. Il parle des boutiques de la ville où on y trouve tout le mauvais goût de l'Europe et de l'Orient et où on y trouve tout un bric-à-brac. À Oran sont également présents des cafés vides, des boutiques de photographes aux techniques non renouvelées et des magasins funéraires. Camus nous parle des publicités de cinéma qui mettent des adjectifs valorisants à des films de troisième zone, dans le but de vaincre l'indifférence et l'apathie. Il nous dit que les deux plaisirs de la jeunesse d'Oran sont de se faire cirer les souliers et ensuite de se promener sur le boulevard avec ses souliers. La jeunesse se rend au bal masqué où elle s'habille comme les stars de cinéma américains. Les jeunes hommes sont surnommés les Clark et ils essaient de se faire passer pour de mauvais garçons. Les jeunes femmes sont surnommées les Marlène et elles tentent de ressembler aux actrices américaines. Les jeunes gens se rencontrent le soir lors de ce qu'appellent certains les réunions de la Commission américaine. De ces rassemblements de la jeunesse, Camus y voit les parlements d'oiseaux qu'on rencontre dans la littérature hindoue, mais sans questionnement sur le problème de l'être et le chemin de la perfection. Camus se rappelle d'une phrase de Klestatov qui dit qu'il faudra s'occuper de quelque chose d'élevé, mais Camus le pense incapable de cela. Pour l'écrivain, le silence n'est possible que dans les villes bruyantes. Il cite Descartes qui disait trouver la liberté et le repos dans la confusion d'Amsterdam. Camus reproche à la ville d'Oran de s'être construite dos à la mer. C'est une ville circulaire dans laquelle Camus compare l'ennui au Minotaure. Il nous parle du sort réservé à la pierre qui est exposée par les commerçants ou qui est accumulée dans les rues. Les arbres sont recouverts de poussière. Le paysage de cette ville et les falaises qui l'entourent en font une ville minérale. Il nous parle des villes comme Florence ou Athènes qui ont gardé en elles quelque chose qui peut attendrir ou exalter. Ce n'est pas le cas d'Oran qui n'a rien pour solliciter l'esprit. Camus se trouve à une soirée au Central Sporting Club où aura lieu des combats de boxe. Il sait déjà à quoi s'attendre. La réunion commence en retard. Elle débute par les espoirs qui n'ont pas de technique et qui se précipitent trop, ce qui fait qu'ils ne combattent pas longtemps. Il y a un combat entre un boxeur d'Oran et un d'Alger. Ces deux villes sont en querelle permanente. C'est le boxeur algérois qui gagne le combat. Suite à cela, la foule se dissipe, mais elle redevient calme quand on annonce un autre combat. Le dernier combat oppose un Français de la marine à un boxeur oranais. Le combat est nul, ce qui ne contente pas le public, pour qui il doit y avoir un vainqueur et un vaincu. La réunion est finie et les spectateurs sortent à l'extérieur. Camus parle de la force et de la violence qui n'agissent que dans le présent et non dans le passé. Il revient sur la vision machinéenne des habitants qui fait qu'une action est bien ou mal et qu'il y a un vainqueur et un vaincu. Camus nous parle de la maison du colon à Oran qui contient des mosaïques représentant un colon qui reçoit l'hommage de la part d'esclaves. Il nous décrit les deux lions de la place d'Armes qui trônent de chaque côté de l'escalier municipal et dont l'artiste s'appelle Caïn. On dit que les deux lions se promènent la nuit. Il pense qu'il est possible que d'autres œuvres seront anéanties, tandis que ces deux lions seront toujours présents. Il dit que toutes les œuvres d'art ont pour vocation de durer, telles qu'elles soient. Il nous parle des représentations de la tour de Babel dans lesquelles l'homme paraît petit. Le même sentiment serait présent sur une des corniches d'Oran. Jour et nuit, des hommes casseraient la montagne et déverseraient les rochers dans la mer. La côte gagne ainsi sur la mer. Ne pouvant détruire la pierre, les hommes la déplacent. Pour Camus, les pierres sont les vrais monuments d'Oran.
Camus nous parle d'un ami de Flaubert qui aurait demandé, proche de sa mort, de fermer les fenêtres car le paysage était trop beau. Après sa mort, le monde a continué d'exister. Il nous parle des friches du côté de Canastel, des cortèges sur la montagne de Santa Cruz et de la jeunesse sur les plages où les jeunes filles sont comparées à des fleurs qui se renouvellent chaque année. Il nous parle des aurores, des couchers de soleil et des nuits sur les dunes. Le partage de ces paysages n'est pas possible, il faut l'avoir vécu. Les paysages restent dans les souvenirs même des années plus tard. Les hommes se sont retranchés à Oran où règne l'ennui. Quelquefois, la ville invite à la création. Il nous parle de Sakyamuni qui était dans le désert et qui avait décidé de ne plus bouger. Il a pleuré lorsque les hirondelles qui s'étaient installées dans ses mains se sont envolées. Des millions d'hommes auraient crié « N'être rien » et ce cri serait parvenu jusqu'à Oran qui aurait appliqué ce conseil. Le fil d'Ariane de cette ville serait de dire oui au Minotaure pour échapper à l'ennui. Les rivages de la ville peuvent accueillir des personnes bien différentes et Camus s'attend à y voir Descartes ou César Borgia. Il finit le chapitre par un portrait élogieux de la ville. Camus revient sur une citation de Napoléon qui disait que l'esprit est plus fort que le sabre sur le long terme. Camus remarque que cela n'est plus vrai maintenant. En effet, l'esprit ne sait plus maîtriser la force et la maudit. Nous voulons que la situation soit inverse. C'est une tâche qui est surhumaine car elle met du temps pour s'accomplir. Il appelle à ne pas désespérer car une civilisation ne meurt pas ici aisément et que nous sommes dans une époque concernée par le tragique et non par le désespoir. Il nous parle des amandiers d'Alger qui se couvraient de fleurs blanches après une seule nuit et qui résistaient aux intempéries jusqu'à donner leurs fruits. Il se dégage de ces pays de la force dont a besoin Camus dans cette Europe dont la vie est trop lourde car elle est encore pleine de malheurs. Nietzsche a dit que les vertus conquérantes de l'esprit sont la force de caractère, le goût, le monde, le bonheur classique, la dure fierté, la froide frugalité du sage. Camus appelle à avoir une force de caractère tout comme les amandiers fleurissants. Selon Camus, Prométhée est encore parmi nous et nous n'entendons toujours pas son cri. L'homme d'aujourd'hui connaît la souffrance car il n'a ni le feu, ni la nourriture, ni même la liberté qui lui paraît secondaire. Prométhée a donné aux hommes le feu et la liberté, les techniques et les arts. L'humanité d'aujourd'hui ne s'occupe que de la technique et pour elle, l'art est un obstacle. Prométhée séparait la machine de l'art et les deux pouvaient libérer les corps et les âmes. Aujourd'hui, on pense à déjà libérer le corps. Camus prévoit que si Prométhée revenait sur Terre, les hommes lui feraient subir le même sort que les dieux lui ont fait subir. L'année de la guerre, Camus a voulu partir à la rencontre de sa vraie patrie. Malheureusement, il est entré dans 6 ans de guerre que Camus compare à une entrée en enfer. Une citation de Chateaubriand à Ampère partant en Grèce disait qu'il n'est plus possible de retrouver une feuille d'olivier ou un grain de raisin qu'il avait vu auparavant. Il y a un parallèle à faire avec l'homme d'aujourd'hui, qui n'ira plus voir la feuille d'olivier et le raisin de la liberté. Aujourd'hui, l'homme est asservi par l'histoire et il ne l'asservit pas, réduisant ainsi à néant les efforts de Prométhée. Malheureusement, nous devons déjà satisfaire les besoins de notre corps avant de satisfaire les besoins de l'esprit qui seront peut-être pour les autres. Il fait un parallèle entre Prométhée qui savait qu'il allait souffrir et les hommes qui souffrent à cause d'une justice non aveugle et d'une histoire sans yeux. Il faut remplacer cette justice par une justice de l'esprit. Les mythes sont présents pour que nous les incarnions. Selon Camus, il n'est pas possible de sauver l'homme d'aujourd'hui, mais il est possible de sauver l'homme de demain et de sauver son corps et son esprit. Camus nous parle d'Alger, d'Oran et de Constantine qui ont quelque chose de l'Italie et de l'Espagne. Cependant, ces villes n'ont pas de passé. Il y règne une tristesse implacable et une joie sans douceur. Ces villes ne sont pas faites pour tout le monde, si bien qu'il ne recommanderait à personne d'aller là-bas et de s'y terrer. Il sait que les gens n'y trouveront pas ce qu'ils cherchent. Il sait aussi que ce pays peut retenir des personnes. Les gens y trouveront le cœur, mais non l'esprit, et ils ne pourront pas faire de confidence.
Camus dit être né en Algérie et ne pas être clairvoyant envers ce pays à cause de la relation qu'il entretient avec lui. Cependant, il souhaite nous donner des détails sur ce pays. Il nous dit que la jeunesse est belle, que les femmes sont belles. Il nous parle d'endroits qu'il faudrait visiter. Il nous conseille de dire du mal d'Alger quand on est à Oran et vice-versa, ainsi que de dire la supériorité de l'Algérie sur la France métropolitaine. Il nous parle de son attachement pour l'Algérie et du déversement des personnes qui quittent leur bureau et leur maison pour rejoindre la mer. Il finit le chapitre en disant au cœur tiède de ne pas se rendre dans ce pays, mais que les exaltés y trouveront ce qu'ils y cherchent. Les Grecs ont tiré le désespoir de la beauté, alors qu'aujourd'hui on tire le désespoir de la laideur. Les Grecs respectaient l'idée de limite, alors que l'Europe est à la conquête de la démesure. Les Grecs respectaient l'idée de limite, alors que l'Europe est à la conquête de la démesure. Pour les Grecs, l'équité supposait une limite, tandis que l'Europe recherche une justice totale. Héraclite disait « présomption, régression du progrès ». Socrate disait qu'il ne pouvait pas savoir ce qu'il ignorait. Ensuite, l'homme s'est axé sur l'idée de puissance et non de grandeur. C'est le cas d'Alexandre et des conquérants romains. Nous avons déplacé les bornes et nous avons tourné le dos à la nature, à la beauté. Tout en étant les descendants des Grecs, nous avons des idées et des buts tout autres. Nous allons vers la théocratie alors que les Grecs l'ont combattue. Hegel pensait que c'était dans la ville moderne que les hommes pouvaient prendre conscience d'eux-mêmes. Avec cette conception, nous oublions que le monde est constitué de la nature et nous renions la beauté. Le christianisme a remplacé la contemplation du monde par une nature spirituelle. Une fois Dieu mort, il ne restait plus que l'histoire et la puissance. Les notions de nature humaine et d'harmonie ont disparu pour faire place à la situation, au hasard ou à la raison. La raison n'est plus bornée et elle laisse place à la démesure. Les Grecs plaçaient les valeurs au début de l'action, tandis qu'aujourd'hui nous les plaçons à la fin de l'action. L'esprit historique et l'artiste veulent refaire le monde, mais l'artiste est le seul des deux à connaître ses limites et à aller vers la liberté et non la tyrannie. La beauté ne peut pas se passer de l'homme et l'homme ne peut pas se passer de beauté. La beauté est de moins en moins présente dans ce monde. Camus fait référence à Ulysse qui a préféré sa patrie à l'immortalité. Ce choix ne serait pas concevable aujourd'hui. Camus reprend une phrase de Saint-Exupéry qui disait « Je hais mon époque ». Il trouve que Saint-Exupéry a un raisonnement similaire au sien. Camus recommande de ne pas nous haïr et de lutter pour les vertus. Il finit avec une vision optimiste en disant que nous allons retrouver les valeurs des Grecs. Pour Camus, un écrivain écrit principalement pour être lu. Or, de plus en plus, il écrit pour ne pas être lu. Quand un écrivain devient célèbre, beaucoup de personnes ne le lisent plus, mais se contentent de savoir son nom et lire ce que l'on écrit de lui. Ainsi, on peut devenir écrivain sans jamais avoir écrit un livre du moment où un journaliste nous transforme en écrivain. La presse met en valeur des choses qui finalement ne valent rien et plus son bruit est grand, plus il sera court. Camus nous parle d'un écrivain qui fait croire à autrui qu'il passe des nuits de folie alors qu'il se contente de dormir. Pour que l'on passe davantage austère, il nous conseille de refuser un dîner avec un directeur de journal. Il est contre l'idée qu'un écrivain se peint lui-même dans ses livres. Par exemple, un auteur écrivant sur l'inceste ne l'a pas forcément pratiqué. La non-confusion de l'écrivain et de son sujet a valu à Camus une attache à la notion d'absurde, alors qu'il a seulement raisonné sur une idée qu'avaient les personnes de sa génération à ce moment-là. Pour Camus, un livre serait plutôt le reflet de nostalgie et de tentation. Aucune autobiographie n'est véritable. Il remarque le manque de sens des notions de matérialisme absolu, de nihilisme total et de littérature désespérée. Il parle de la guerre qui a changé la face du monde. S'il n'a pas sombré, c'est par fidélité instinctive à une lumière où il est né et où, depuis des millénaires, les hommes ont appris à saluer la vie jusque dans la souffrance. Échille, tout en étant désespérant, rayonne et réchauffe. C'est là le nœud de l'énigme.
Il pleut depuis plusieurs jours sur Alger. Camus attend peut-être d'aller à Tipaza. Il sait que c'est une erreur de retrouver les choses du passé sur le lieu de sa jeunesse. Il y était déjà retourné il y a 15 ans à la recherche de liberté. Il a trouvé une ville entourée de barbelés avec un garde et dans laquelle on ne peut plus circuler la nuit. Il compare cette ville changée à plusieurs instants de sa vie. Il y a eu la guerre, il a vécu plusieurs mois à Paris, mais quelque chose lui a manqué et il est revenu. Il part d'Alger après que la pluie se soit arrêtée. Le chemin pour aller à Tipaza est plein de souvenirs. Il revient dans la ville et y trouve ce qu'il était venu y chercher. Il reconnaît la ville et la mer grâce à la vue et à l'ouïe. Il remarque qu'il y a seulement de la malchance à n'être pas aimé. Il y a du malheur à ne point aimer. Les problèmes d'aujourd'hui sont de ne pas aimer, d'avoir de la haine et la longue revendication de la justice qui n'est pas suffisante et qui étouffe l'amour. L'Europe souffre de ces 3 maux. Pour faire face à ces derniers, Camus revient à Tipaza qui lui permet déjà de se ressourcer, mais aussi d'avoir assez de force pour l'avenir. L'homme doit faire des allers-retours entre les collines de l'esprit et les capitales du crime. Renoncer à un des 2 lieux revient à renoncer à être. La nuit tombe sur Tipaza et il regarde le visage sur une pièce de monnaie qui lui révèle qu'il a cherché une vérité qu'il savait en lui-même. Il se plaint de la façon d'agir de ses pères tout en agissant pareillement. Il espère un jour mourir dans la vallée et y apprendre encore une fois ce qu'il sait. Il a grandi à la mer et dans la pauvreté. Maintenant qu'il n'a plus la mer, le luxe et la misère ont perdu leur couleur. Il est maintenant dans une position d'attente. Il agit comme tout le monde avec indifférence ou contrairement à ce qu'il faudrait. Il nous décrit le parcours imaginaire d'un bateau qui parcourrait les océans et les mers et des rencontres singulières. L'été est un ensemble de 8 textes écrits entre 1939 et 1953. Camus les a donc écrits entre 25 ou 26 ans et 39 ou 40 ans. La 4e de couverture dit qu'Albert Camus nous entraîne tout autour de la Méditerranée. Ce n'est pas tout à fait vrai. Le recueil donne une grande place à l'Algérie, en parlant des villes d'Alger, d'Oran, de Constantine et de Tipaza. Il parle également de la Grèce antique par le biais de 3 grandes figures mythologiques qui sont Hélène, Prométhée et le Minotaure. Des grandes villes européennes ainsi que des pays européens sont mentionnés tels que Amsterdam, l'Italie ou encore l'Espagne. Camus finit son recueil par l'océan. La mer est souvent présente près des villes dont parle Camus. Camus bouge sans cesse, physiquement mais aussi mentalement d'un pays à l'autre. Camus s'immobilise quelquefois, comme lors de ce match de boxe ou lors de la contemplation de Tipaza. La diversité est une caractéristique de cette œuvre. Il y a la diversité dans les textes, qui sont à la fois de la transcription de souvenirs, des réflexions sur l'humanité, des descriptions et de la philosophie. Les opinions sont diverses. Camus donne la sienne, mais il fait place à de nombreuses personnalités, telles que Napoléon, Chateaubriand ou encore Descartes. La diversité se retrouve également dans les époques traitées. Nous allons de l'ancienne Grèce au monde contemporain de l'auteur. Il superpose les mythes d'antan à son époque et remarque à quel point le monde va dans le mur car il a perdu les valeurs d'autrefois. Même si ce livre paraît disparaître, ses lignes directrices se rejoignent. Il y a le besoin de racines, qu'elles soient liées à nos vies ou à des vies antérieures ou à des mythes. Ce passé permet de comparer la société dans laquelle on vit actuellement avec celle qui était dans le passé. Cela nous permet de remarquer ce qui a changé et quels seraient les outils à mettre en place pour que le monde puisse connaître un temps meilleur. Dans Le Minotaure ou la Halte d'Oran, Camus nous fait un portrait mitigé de la ville d'Oran. Il nous peint les faiblesses de cette ville à cette époque, mais également ses points forts. Ce texte a été écrit en 1939. Le roman La Peste a pour théâtre également la ville d'Oran et il a été publié en 1947. Le texte Les Amandiers date de 1940 et Prométhée aux Enfers date de 1946. Le premier date donc du début de la Seconde Guerre mondiale et le second peu après sa fin.
La réflexion n'est plus la même que dans le texte précédent, le ton y est plus grave. Il nous fait remarquer l'inversion des valeurs qui s'est faite dans le temps. Le sabre est devenu plus fort que l'esprit et l'abandon des dons de Prométhée. Nous avons la conscience que l'homme ne peut pas être une seule chose, mais quantité de choses, et que ces choses doivent s'équilibrer à l'intérieur de lui. L'homme d'aujourd'hui est déséquilibré, et en étant déséquilibré, il est encore plus déséquilibré. Même si le portrait est sombre, Camus ne se laisse pas aller au désespoir, et il pousse l'homme à combattre pour aujourd'hui ou pour demain. Le petit guide pour les villes sans passé a été écrit en 1947. Il nous fait le portrait de 3 villes algériennes, Oran, Alger et Constantine. Il se penche sur ce qui fait la beauté de ces villes, mais il met en garde le lecteur en disant que ces villes ne conviennent pas à tout le monde. L'exil d'Hélène a été écrit en 1946. Comme avec Prométhée aux enfers, Camus compare les valeurs de la Grèce antique avec son monde actuel. Une fois de plus, les valeurs ne sont plus placées dans le même ordre. Le monde contemporain de l'auteur ne respecte plus la notion de limite et abandonne la beauté. La Grèce antique paraît plus humaniste et le monde contemporain à l'auteur davantage concerné par la superficialité. Même si l'Europe paraît embourbée depuis la guerre, les problèmes durent en réalité depuis longtemps. Dans cette œuvre, Camus dit les points forts et les points faibles des villes d'Algérie. Par contraste à l'Europe, l'Algérie paraît être un havre de paix. L'énigme a été écrit en 1950. Camus y dénonce les arrière-coulisses du monde littéraire et les croyances toutes faites sur les auteurs. Retour à Tipaza date de 1952. Il peut se lire à la suite de Noces à Tipaza. Ce texte nous montre qu'un retour dans la ville que l'on a connue autrefois peut se révéler être bienfaiteur. C'est dans un tel endroit que l'on peut tirer sa force. La mer au plus près clôture le recueil et date de 1953. Il s'agit d'un journal de bord retraçant un voyage en bateau suivant un itinéraire. Comme cela était le cas avec Retour à Tipaza, il y a de nouveau une note d'espoir dans ce texte. Même si l'homme a connu de terribles événements, il aura toujours de quoi se ressourcer. Quand j'habitais à Alger, je patientais toujours dans l'hiver parce que je savais qu'en une nuit, une seule nuit froide et pure de février, les amandiers de la vallée des Consuls se couvriraient de fleurs blanches. Je m'émerveillais de voir ensuite cette neige fragile résister à toutes les pluies et au vent de la mer. Chaque année, pourtant, elle persistait juste ce qu'il fallait pour préparer le fruit. Ce n'est pas là un symbole. Nous ne gagnerons pas notre bonheur avec des symboles. Il y faut plus de sérieux. Je veux dire seulement que parfois, quand le poids de la vie devient trop lourd dans cette Europe encore toute pleine de son malheur, je me retourne vers ces pays éclatants, où tant de forces sont encore intactes. Je les connais trop pour ne pas savoir qu'ils sont la terre d'élection où la contemplation et le courage peuvent s'équilibrer. La méditation de leur exemple m'enseigne alors que, si l'on veut sauver l'esprit, il faut ignorer ses vertus gémissantes et exalter la force et ses prestiges. Ce monde est empoisonné de malheur et semble s'y complaire. Il est tout entier livré à ce mal que Nietzsche appelle l'esprit de lourdeur. N'y prêtons pas la main. Il est vain de pleurer sur l'esprit. Il suffit de travailler pour lui. Mais où sont donc les vertus conquérantes de l'esprit ? Le même Nietzsche les a énumérées comme les ennemis mortels de l'esprit de lourdeur. Pour lui, ce sont la force de caractère, le goût, le monde, le bonheur classique, la dure fierté, la froide frugalité du sage. Ces vertus, plus que jamais, sont nécessaires et chacun peut choisir celle qui lui convient. Devant l'énormité de la partie engagée, qu'on n'oublie pas en tout cas la force de caractère. Je ne parle pas de celles qui s'accompagnent sur les estrades électorales de froncements de sourcils et de menaces, mais de celles qui résistent à tous les vents de la mer par la vertu de la blancheur et de la sève. C'est elle qui, dans l'hiver du monde, préparera le fruit.